Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ici de nouveau Alexandre Spiga et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Jérémy Coleman qui est spécialiste en persuasion et business coach. Donc Hello avant, Alex. salut Jérémy, comment vas-tu? Écoute, super, et toi? Ouais, très bien. On a mis tous les deux un t-shirt blanc pour cet échange. Ça met de la lumière, j'aime bien moi. Ouais, exactement. Avant d'attaquer avec les premières questions, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Yes. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis business coach. J'ai une spécialité, une appétence pour les stratégies d'influence et de persuasion. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai travaillé sur d'autres choses. J'ai beaucoup travaillé sur toutes les parties de branding et de storytelling. Aujourd'hui, la plupart des gens qui me connaissent essentiellement par l'écriture, parce que j'écris quotidiennement. Je travaille avec des clients sur des ranges qui sont très très larges parce que je travaille aussi bien avec des entrepreneurs indépendants qui débutent qu'avec de plus grandes entreprises, tu vois. Mais ça, c'est des trucs dont je parle moins. Avant ça, si on devait donner les grandes lignes de mon parcours, alors j'ai fait des études en stratégie digitale des marques, donc ouais, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. J'ai été blogueur professionnel dans la séduction, dans la mode, dans le sport, dans plein de sujets différents, avec un des blogs que j'ai quand même amené en top 10 national, qui a été revendu ensuite. Pendant plusieurs années, je me suis dit, tiens, j'ai plein de compétences, qu'est-ce que j'en fais? Et j'ai fait de la stratégie digitale en freelancing pendant 4-5 ans avec des marques. Ça se passait très bien, je gagnais de l'argent, mais j'avais pas l'impression d'être épanoui, d'apporter ce que je voulais à mes clients. J'avais envie d'apporter plus. Et c'est là que je me suis orienté vers le business coaching, que j'ai fait cette transition et les stratégies d'influence et de persuasion, tout simplement parce que c'est au cœur de tout. Tout ce qu'on fait aujourd'hui en business est basé sur ça, sur des leviers psychologiques au niveau de la psychologie humaine et des leviers cognitifs et plein de choses comme ça. Donc, peu importe que tu fasses du contenu, que tu négocies des deals à plusieurs millions ou que tu décides de lancer ta première formation à 29 euros, ce qui va faire la différence, c'est ça. C'est qui tu es et comment tu te positionnes vis-à-vis de l'humain en face de toi. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'apprends à mes clients. Ok, super. Quand tu parles de persuasion et influence, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui, qui se sentent un Ouais, peu sur la défensive. Et complètement. notamment, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette traduction foireuse de l'excellent bouquin de Cialdini, Influence, en français qui a été Mhm. traduit Influence et manipulation, euh, où il livre les 6 points principaux du fonctionnement psychologique humain et comment utiliser ça à son avantage. La persuasion et l'influence, c'est quoi et est-ce que c'est un truc de vilain? Alors, l'influence et la persuasion, c'est quoi? La persuasion, c'est le fait d'aller toi vers l'autre pour le faire changer d'avis sur quelque chose. Pour l'instant, on enlève toute notion de bien ou de mal, on donne juste un petit peu ce que c'est. L'influence, c'est quelque chose qui est moins en allant vers l'autre. C'est-à-dire que je peux avoir une influence sans essayer d'aller vers quelqu'un et de faire quoi que ce soit envers cette personne. C'est moi, c'est mon positionnement, c'est qui je suis, c'est ce que je raconte qui va influencer ce qui se passe autour de moi. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, on a ce truc qui est très développé sur le web, peut-être pas en dehors, je sais pas, j'ai pas assez de recul pour le reste, de dire la persuasion, c'est mauvais, le marketing, c'est méchant, il faut être authentique, il faut faire du marketing authentique, il faut être gentil, tout ce que tu veux. Le problème étant, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le cerveau humain est câblé pour être manipulé. Il ne fonctionne que comme ça. Soit on est manipulé par l'extérieur, soit on se manipule nous-mêmes de toute façon. On fonctionne comme ça, le cerveau fonctionne comme ça. Donc déjà, ça, faut l'accepter. Ensuite, Cialdini, avant tout, s'il a écrit son bouquin, c'était pas pour dire voici comment vous devez le faire. C'était pour dire sachez que ça existe. Vous Ouais, pouvez surtout l'utiliser à bon escient si vous en avez envie, et du coup, vous pouvez vous en défendre. ouais, pour s'en défendre, Exactement. ouais, exactement. Contre des personnes mal intentionnées. Ensuite, est-ce que le marketing, la manipulation, la persuasion, l'influence, c'est bien ou c'est mal? Le problème, c'est que cette question ne se pose pas. Ce sont des outils. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de dire je me suis acheté un gentil couteau? Non. Pourtant, avec un couteau, tu peux tuer quelqu'un ou tu peux préparer une salade. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a pas de bien ou de mal pour un outil. C'est des outils. Il y a des gens qui vont en faire des trucs dégueulasses et des gens qui vont en faire des choses très bien. Quand WWF, Amnesty International et des choses comme ça font des campagnes de publicité, ils utilisent à 100% les stratégies d'influence, de persuasion et de manipulation. Sauf qu'ils le font pour améliorer la planète sur leur référentiel de valeur. Et je voudrais mettre en garde là-dessus, sur la notion de bien et de mal. Bien et mal par rapport à quoi? Parce que ce qui est bien pour l'un peut être mal pour l'autre. Donc c'est aussi à mettre en perspective. À partir de là, chacun fait ses propres déductions.
Moi, je pars du principe que j'ai aucun scrupule et aucune problématique à utiliser tous ces outils en ma faveur, parce que dans mon référentiel de valeur personnelle, je le fais pour quelque chose qui est bien. Ouais. Ouais. On parle là de persuasion et d'influence comme d'un outil, de la même façon qu'on pourrait parler de l'argent, par exemple. Bien Pour sûr. certains, c'est vilain, c'est pas bien. En fait, ça dépend juste de ce que tu décides d'en faire. Exactement. L'argent, c'est une énergie. Pourquoi l'argent serait gentil ou méchant? L'argent, il s'en fout. Mm. Oui, il s'en fout. Lui. Si tu veux, l'argent n'a pas de volonté propre. Il n'est pas gentil ou méchant, l'argent. Il n'est pas bon ou mauvais. C'est un outil. Qu'est-ce que tu en fais? Avec une chaussure, tu peux marcher ou mettre un coup de pied au cul. Est-ce que la chaussure, elle est méchante? Non. Il faudra arrêter de placarder cette notion de bien ou de mal sur des choses qui s'en foutent. Ouais. Mais c'est ce côté un peu tout le temps manichéen. Tu sais, c'est soit c'est bien, soit c'est mal. Il n'y a pas de zone de gris. Et tu peux le voir tout le temps. Tu peux le voir tout le temps. Et peut-être que dans nos sociétés, on est un peu habitué et conditionné à avoir du manichéisme un peu partout. À l'époque de George Bush, eux là-bas, c'est des vilains. Nous, on est les gentils. Les séries télé, c'est très souvent fait comme ça. Et est-ce que il faut chacun soit. Est-ce que du coup ça rejette sur soi l'obligation de s'auto-juger ou en tout cas s'évaluer sur une échelle de bien ou de mal? Ça amène deux questionnements intéressants. Le premier questionnement, effectivement, c'est ce que tu viens de dire, c'est le principe de responsabilité. Si les autres sont méchants, je ne suis pas responsable de ce qu'ils ont fait, etc. C'est un moyen simplifié de dire je suis responsable de moi-même et pas des autres. Sauf que si les autres sont méchants, c'est pour des raisons, effectivement, c'est de leur responsabilité. C'est pas pour autant qu'il faut les accabler. Bref, première chose. En dehors de ça, pourquoi ça a été popularisé ce concept de bien et de mal avant tout par l'Église, hein, mais ensuite par la politique, par la série télé, partout? C'est parce que c'est une merveilleuse stratégie de persuasion et d'influence. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, ça, on l'a théorisé depuis Gustave Le Bon dans je pense que c'est Théorie des foules ou un truc comme ça, je sais plus comment s'appelle le livre, qui dit qu'une foule et une audience ne peut comprendre et accepter que des concepts très très simples. C'est-à-dire des phrases très courtes, des concepts très simples, des idées très vulgarisées, etc. Sauf que pour vulgariser ces idées, il faut que derrière, elles aient été énormément travaillées. C'est-à-dire si je veux te convaincre d'une phrase de 5 mots, il faut que d'abord j'ai été capable d'écrire 25 pages dessus. Ensuite, à partir de là, la stratégie de l'ennemi commun est extraordinaire en business. C'est Apple et Microsoft, c'est Coca et Pepsi, et c'est aujourd'hui tous les coachs sur Internet. C'est les autres, ils sont méchants, ils font pas comme moi, et ils ont tous tort, et ils sont cons, et venez chez moi, je suis gentil. C'est une bonne strat. C'est une bonne strat. Quand moi, j'ai commencé à balancer partout que la publicité et le démarchage à froid, c'était de la merde, et je l'ai fait volontairement par abus de langage, parce qu'en fait, je pense pas que c'est de la merde, je pense juste que c'est souvent mal fait. J'ai un des coachs les plus reconnus en francophonie pour ça, qui est venu me voir un peu en rigolant, tu vois, il l'a pris hyper bien. Il m'a fait, je suis très content d'être ton ennemi commun. Il était mort de rire. Parce qu'il a analysé cette stratégie. Et c'est OK, c'est une stratégie. Et en faisant ça, je renforce les personnes qui sont contre moi et je les envoie vers lui parce que de toute façon, j'ai pas envie de travailler avec elles. Et j'attire vers moi les personnes qui pensent exactement comme moi et qui vont naturellement, du coup, venir vers moi. Et du coup, c'est une très bonne strat d'être très fort dans ta dichotomie pour attirer les gens que tu veux et éloigner ceux que tu ne veux pas. Donc, tu veux dire que pour réussir à faire entendre son message et à se créer une audience, il faut obligatoirement polariser son message? Ouais, à 100%. Si tu veux créer des hardcore fans, il faut à contrario que tu aies des haters qui soient super violents. Normalement, un bon message, c'est un message où, alors les chiffres, je te les donne au pif, mais on s'en fout, c'est peut-être pas ça, hein. 50% de ton audience va dire je t'aime, épouse-moi, je te suivrai au bout du monde pour ouvrir un ashram. Et l'autre moitié va dire je voudrais que tu meurs là maintenant à cause de ça. Il faut polariser. Regarde Trump, c'est le meilleur exemple pour ça. Personne n'est neutre sur Trump. Personne. Soit tu l'adores, soit tu le détestes. Ça, c'est extraordinaire en termes de persuasion. Et d'ailleurs, il y a un auteur, j'ai oublié le nom, attends, je l'ai là, Scott Adams, qui est un auteur de BD aussi, qui a écrit un bouquin justement de persuasion qui s'appelle Win Bigly, où il explique toute la campagne de Trump sous le filtre de la persuasion.
Et il dit, ce mec qui a l'air très con est brillant de persuasion. Ah, c'est un génie, ce mec. Et on n'en parle pas assez. Parce que ensuite, humainement, tu peux l'aimer ou le détester. Hein. On s'en fout, c'est pas le problème. Hein. Moi, ces choix politiques, ils me font vomir. Mais il me fascine. Je le trouve brillant. Ouais. Ouais, parce qu'il accepte complètement son rôle de con idiot. Il sait que le monde entier est contre lui et le troll Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Et justement, il en joue et il continue à appuyer sur ça parce qu'il sait que son message passe. Et derrière, il y a des communicants, il y a des coachs, il y a des spécialistes de la persuasion, il y a des bonhommes pour moi, mais à échelle politique. Et je peux te donner leur nom, hein, c'est des mecs comme Roger Stone, dans une moindre mesure, pas sur Trump, mais sur d'autres gens. Il y avait des mecs comme Ryan Holiday à l'époque, etc., qui sont des spécialistes de l'influence et de la persuasion sur des campagnes et qui conseillent ces mecs-là sur comment intervenir. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si on est de nature, on va dire, tempérée, est-ce qu'il faut forcer le trait et se forcer soit à appuyer son message pour le polariser ou c'est contre-intuitif? Personne n'est de nature tempérée. C'est les gens, pour moi, et c'est mon point de vue qui s'engage là, c'est tout. Hein. Je n'ai pas une vérité absolue. Pour moi, une personne tempérée, c'est une personne qui ne s'est pas révélée, qui ne s'est pas autorisée à être 100% elle-même. Personne, au fond de lui, n'est quelqu'un de tempéré. En fait, si tu veux savoir comment se comporte vraiment une personne, tu la mets devant ses 3 meilleurs potes, tu lui donnes une demi-bouteille de vin et tu la lances sur un sujet qui l'énerve un peu. Et tu vas voir s'il existe encore des gens tempérés. Le Dalai Lama, peut-être, tu vois, mais personne n'est tempéré. C'est juste qu'il faut s'autoriser à être soi à un moment. Il faut accepter d'être authentique, il faut accepter que son message ne va pas plaire et que tout le monde ne va pas t'aimer. Je dis toujours à mes clients, t'es ni un pot de Nutella, ni une bouteille de tequila, t'es pas là pour rendre les gens heureux. Ouais, d'accord. Pour revenir à la persuasion et l'influence, est-ce que c'est des points obligatoires à maîtriser si derrière on veut vendre? Obligatoire, non. Moi, j'ai décidé d'élever ça au rang d'une science, d'un art, etc. parce que c'est ça qui me plaît, moi, ça me fascine. Et je suis fasciné par ce qu'on peut en faire. Je connais plein de grands coachs et de grands entrepreneurs qui y bitent rien. Ils y bitent rien. Mais ils sont 100% eux-mêmes et honnêtes et authentiques dans leur message et ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et du coup, sans le vouloir, ils appuient là où il faut. T'es pas obligé de l'étudier et de le théoriser pour le faire. Mais si tu ne le fais pas vraiment naturellement et qu'en plus tu refuses de l'étudier, tu vas te heurter à des choses, effectivement. C'est-à-dire que t'en as besoin. Alors de l'avoir à un niveau extrême, ça ne sert à rien, mais tu en as toujours besoin un peu. Soit tu trouves un moyen de le faire naturellement sans trop y réfléchir, et il y a plein de gens qui font ça très bien. Soit c'est pas du tout naturel pour toi, et va peut-être falloir plonger un peu le nez dedans quand même. Tout comme la vente, tout comme plein de choses en fait. Hein. Tu as des gens qui font ça très naturellement, ils n'ont pas besoin d'étudier les principes de la vente. Hein. Et tu as des gens pour qui c'est pas naturel. Alors il faut creuser. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont naturellement très doués sur l'influence et la persuasion, qui sont nés avec, alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, à quoi ça tient, du coup, le fait de ne pas être à l'aise avec ces principes? Ça tient très souvent, de mon expérience en tout cas avec mes clients, ça tient à des idées reçues, à des a priori. C'est-à-dire que quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui t'a ancré en toi que influence et persuasion, c'était méchant. Et vu que toi, tu n'étais pas une personne méchante, il fallait avoir une aversion pour ces choses-là. Quand on enlève ce blocage, quand on enlève cette idée reçue, en général, les gens ils sont très OK de l'utiliser. Parce que c'est pas forcément mal. Oui. Et puis au final, vendre, la première idée, c'est un échange de valeur sanctionné par quelque chose de financier. Mais vendre, par exemple, son idée à sa femme, il faut forcément utiliser de la persuasion et de l'influence. Donc, tu te vends à chaque moment de ta vie et de ton quotidien. Bien sûr. Le choix, par exemple, on parlait du choix des vacances juste avant. Géorgie, Kenya. Bon, du coup, c'est ma femme qui a pris la décision. Sur chaque moment, quand on essaie, par exemple, de demander à ces gamins de ranger leur chambre. Ah, mais c'est la pire négociation de la Terre. Si tu arrives à closer ton gosse sur le fait d'aller au lit, tu as gagné. C'est impossible. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'en parle régulièrement avec mes amis qui en ont des enfants, surtout des jeunes enfants, et qui sont dans le business à côté, qui me font « Non, mais attends, Jérém, tu crois que c'est compliqué de closer un deal à 100 000 ? Essaye de closer le fait que il aille se coucher, tu vas voir, on en reparle. » Et du coup, ça peut être un laboratoire intéressant de voir les gamins mettre au lit. Il y a moyen de vraiment rigoler. Non, mais c'est aussi de la compréhension des émotions de la personne en face de toi.
Tu vois, c'est si tu comprends les besoins fondamentaux émotionnels d'une personne, tu peux trouver un moyen de l'amener sur un terrain où vous êtes tous les deux comblés, en fait. Et la vente, c'est ça. La vente, c'est ça. On n'est pas des méchants qui essaient de convaincre quelqu'un de quelque chose de mauvais pour eux. C'est on essaie de trouver un terrain commun qui nous rendra tous les deux contents. Ceux qui pensent qu'une négociation ou qu'une vente, c'est un vendeur qui a gagné et un acheteur qui a perdu, ils se heurtent à de gros problèmes dans la vie. C'est pas du tout ça. La négociation, c'est comment faire pour qu'on gagne tous les deux. Et des fois, il n'y a pas de possibilité. Et dans ce cas-là, il ne faut pas faire de vente. Ouais. Ouais, c'est ce que je dis à mes clients également là, quand je vois qu'il y en a qui ont des a priori sur la vente et se vendre, commencer à vendre leur service un peu cher. Et moi-même, il y a quelques années encore, j'avais vraiment du mal avec ce principe de vente. Et au final, si tu y réfléchis, c'est exactement ça. C'est ni plus ni moins qu'un échange de valeur qui est sanctionné d'un côté par un service que tu proposes et de l'autre, il est traduit par une somme financière. Oui, bien sûr. Et le but. Je te rassure, j'avais le même problème que toi. Hein. Ouais. Moi, au tout début, vendre cher. En plus de ça, moi, j'ai un de mes blocages profonds liés à mes blessures. C'est le principe de réciprocité. J'ai vachement de mal à ce qu'on me donne de manière assez inconditionnelle. Tu vois, j'ai l'impression que je dois rendre toujours beaucoup et ça, j'aime pas. Et donc, en fait, quand on a commencé à me dire, quand j'étais coaché au début aussi, on m'a dit, ouais, bon, tu vas me closer des trucs à 5, 10K, c'est le début. Je fais, oh là là, non, je vais devoir faire tellement de choses pour ces gens. Ils vont m'embêter, ils vont me posséder. Il a fallu que je fasse sauter ce blocage. Et quand tu comprends que en leur vendant le truc, tu les aides et qu'ils ont autant besoin de toi que tu as besoin d'eux, ça va, le rapport il redevient sain. Ouais, c'est intéressant. Dans pas mal de tes publications, tu parles de vision et il y a plus ou moins tout le monde qui parle de ça. Ouais. Est-ce que il faut forcément avoir une vision et une mission digne d'une mère Teresa pour réussir? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens, et j'en ai dans mes clients, moins parce que c'est pas la norme, mais il y en a un petit peu, pour qui la grande vision, c'est avoir plein d'argent, avoir une maison dans la montagne, avoir une famille et avoir tout ce que je veux dans la vie et qu'on me foute la paix. C'est tout à fait OK. Hein. C'est pas parce que tu as décrété que tu voulais gagner énormément d'argent et aller très loin dans la vie que tu es obligé de le faire pour la planète. Hein. Il te faut un driver puissant. Ça, c'est obligatoire. Ton driver puissant, ça peut être ta famille au sens strict, au sens nucléaire. Ça peut être ta femme et tes 2 enfants et acheter une maison à papa, maman et à mamie, tu vois. C'est un driver tout assez puissant. Hein. C'est juste qu'il te faut un driver puissant. Sinon, tu ne peux pas atteindre une grande réussite. Mais qu'est-ce qu'une bonne mission, qu'est-ce qu'une bonne vision? C'est celle qui te rend heureux, en fait. C'est celle qui te fait du bien à toi et qui te pousse à te mettre des coups de pied au cul le matin. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, parce que c'est intéressant parce que bon, forcément, les grands leaders, les très grands leaders de ce monde, ils ont des visions incroyables comme Elon Musk, Tony Robbins, Daenerys Targaryen, il a tout cramé. Spoiler. et justement, il peut y avoir cet effet où tout le monde parle, ouais, il faut vraiment que tu vois ce que tu veux faire, quelque chose de grand, n'aie pas peur de voir grand. Et justement, peut-être qu'il y a des gens et c'est pas peut-être, il y a des gens qui ont juste des besoins simples et des envies simples et des objectifs simples qui, du coup, doivent se dire, mais bon, moi, je veux juste gagner honnêtement ma vie et mettre ma famille à l'abri. Peut-être qu'ils se sentent un peu gênés par rapport à ça ou quand ils voient certains qui s'exclament vouloir sauver le monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui veulent sauver le monde et je les en remercie. Comme ça, entre guillemets, on sera moins à avoir à le faire. En dehors de ça, je pense qu'il faudrait déculpabiliser les gens, en fait, juste, tout simplement. Hein. Leur dire, c'est bien, il y a plein de gens qui veulent sauver le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de vouloir sauver le monde. On s'en fout. Fais ce qui te rend heureux. Il te faut un driver fort pour réussir. C'est obligatoire. Qu'est-ce que le bon driver pour toi? Chaque personne doit le trouver. Tu vois? Par contre, il y a un mot sur lequel tu me fais tiquer, c'est il y en a qui veulent gagner honnêtement leur vie. Et ça, moi, quand j'entends ça, j'entends il faut travailler dur pour réussir. Et ça, déjà, ça me... Pourquoi? Ça veut dire quoi, honnêtement? Est-ce qu'il y a des moyens malhonnêtes de réussir? Oui, si tu vends des armes à des petits-enfants, par exemple. Là, on applique notre propre échelle de valeur sur des gens.
Je suis sûr que les grands méchants vendeurs d'armes aux petits-enfants, ils ont l'impression de faire un truc qui est très bien pour eux, parce qu'ils se disent, moi, j'en ai rien à foutre, de toute façon, ces gosses, ils comptent de toute façon s'entretuer. Si c'est pas mes armes, ce sera celle du voisin, et moi, comme ça, je paye une maison à ma grand-mère. Moi, je suis d'accord avec toi, attention, hein. Humainement, je suis d'accord avec toi. Ces gens-là, c'est des merdes. Mais c'est pas parce que moi, je le pense que c'est vrai. J'applique mes valeurs sur leur vie. Et je leur fous la paix à ces gens-là, de toute façon. Moi, je fais ma vie, ils font la leur. Ouais, c'est intéressant. Je vais parler d'un de tes programmes que tu proposes. Et si tu le permets, je vais lire la promesse, en tout cas le titre qui s'affiche en haut de page de la page de vente. C'est la nouvelle façon de vendre sur les réseaux sociaux, sans publicité, sans démarchage, sans audience, sans webinaire et sans tunnel de vente, juste avec les fondamentaux de la psychologie humaine. Est-ce que ça fait pas un peu racoleur? Mais si, de ouf. Mais c'est le principe d'une promesse marketing. Est-ce que tu penses vraiment, parce que moi, si tu es derrière ma méthode, je l'applique à moi, je l'applique à mes clients, ils ont des résultats. Donc là, c'est même pas ça qui rentre en ligne de compte. Est-ce que tu penses vraiment que si je disais aux gens, j'ai inventé une méthode, elle n'est pas nouvelle, ça fait 200 ans que tout le monde fait ça, elle va te demander de travailler très très dur, ça va être très très chiant, tu vas pas du tout aimer ce que tu vas faire. Tout ce que tu ne veux pas faire, c'est ça que tu vas devoir faire. Tout ce dont tu ne penses pas avoir besoin, tu vas devoir le faire quand même, mais viens travailler avec moi. Qui veut acheter ça? Qui va acheter une méthode pareille? Personne. Le marketing, c'est un concept simple. Vends-leur ce qu'ils veulent et ensuite donne-leur ce dont ils ont vraiment besoin. Ouais. Moi, mes clients, ils viennent pour un truc, mais c'est jamais ça qu'ils ont derrière. Mais par contre, en leur disant oui, oui, tu vas avoir ce truc-là, tacitement, je m'engage à les amener à leur vrai objectif. Et ça, par contre, je leur donne. Mais pas de la façon dont ils pensaient. Ouais. Et moi, je suis OK avec ça. Ça me fait penser à une petite. Alors, j'ai essayé de la retrouver sur Google. J'ai pas réussi. Là, un petit. C'était deux, trois images de BD. C'était un petit gamin avec un chien et il avait une pancarte avec écrit coup de pied au cul, $5. Et il parle à son chien et il lui dit mais je comprends pas, il y a personne qui l'achète. Pourtant, c'est ce dont tout le monde a besoin. Exactement. Et s'il y avait écrit sur la pancarte $5 pour faire un saut en l'air de 1 mètre, tout le monde se serait dit ah ouais, trop bien, moi je veux ça. Et hop, un coup de pied au cul. Les gens pensent vouloir quelque chose parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il leur faut et qui est bon pour eux. En tant que coach, tu es responsable de leur dire c'est ça que tu veux? D'accord, tu le veux pourquoi? Ah, pour aller là, très bien. Donc moi, ce que je te vends, c'est d'aller là. Ensuite, je me démerde pour t'y amener. Et c'est à ma discrétion comment je t'y amène du moment que je me tiens mon engagement et que je t'amène là où je t'ai dit que je t'amenais. Donc oui, une promesse marketing, c'est en général un nouveau mécanisme. C'est atteindre l'objectif qu'ils ont au fond d'eux et qu'ils veulent vraiment. Et c'est sans faire tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est comme ça qu'on vend un service. C'est ça qu'on vend une offre. Derrière, ton seul vrai engagement, si t'es pas un escroc, c'est de les amener là où tu as dit que tu les amenais. Moi, si tu regardes ce que je leur dis, c'est que c'est une façon de vendre sur les réseaux sociaux. Et je le fais. Ouais, à partir de là, la promesse est respectée. Complètement. Tu écris tous les jours, notamment un mail à ta liste. On en parlait un peu en off. Est-ce que tu peux me dire quels sont les bénéfices d'écrire, de créer du contenu tous les jours, d'écrire à sa liste et à quoi ça sert? Il y a beaucoup de bénéfices au contenu quotidien. Le premier, c'est que tu deviens une habitude dans le quotidien de ton audience. Moi, je me souviens d'une femme que j'avais eu au téléphone il y a quelques mois de ça, qui m'a dit « Jérémy, tous les matins, je lis Le Monde et je lis ton email. » Flatté. Le Monde, quand même, c'est un peu sérieux. Hein. Moi, je suis pas sérieux comme ça. Hein. Moi, je fais des blagues. J'apporte de la valeur, mais je fais des blagues aussi. Donc, tu as déjà cette chose-là. Tu deviens une habitude. Les gens, tous les jours, ils ont l'habitude de se lever, de se servir un café et de lire ton contenu. Ils ne peuvent pas louper leur habitude. Je me souviens d'une fois où je m'étais réveillé plus tard que prévu et où j'ai envoyé mon mail avec 3 heures de retard. J'avais 5 messages dans ma boîte mail pour savoir si j'allais bien. C'est bien. Les gens, ils étaient inquiets. Genre, Jérémy, on n'a pas eu ton mail ce matin, qu'est-ce qui se passe? T'es où? Donc, il y a tout ça. En dehors de ça, il y a autre chose. C'est que tu as tous les jours une nouvelle possibilité
de convaincre et de vendre ce que tu as à vendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune pression de perfection. Les gens qui font 3 lancements dans l'année, s'ils en plantent un, c'est un tiers de chiffre d'affaires en moins. Moi, j'ai 365 possibilités de te convaincre de ce que j'ai envie. Si je fais 10 messages à chier, j'en ai rien à secouer. Il va rien se passer. T'as pas aimé mon message? C'est pas grave, il y en a un autre demain. Et en plus de ça, je peux tester 365 angles différents pour parler de ce dont je parle. Ça, c'est extraordinaire. C'est, si tu veux, j'ai plus aucune pression. J'ai un nombre de possibilités extraordinaires et je me positionne comme autorité sur mon sujet. Ouais. C'est tout ce que m'amène aujourd'hui le contenu quotidien. Et ça, c'est génial. Moi, je ne jure que par ça. J'adore ça. Consistency is credibility, comme disent les anglo-saxons, et ça, c'est bien vrai. Ouais. La régularité amène la crédibilité. Complètement. Clairement. Si je suis capable de parler d'un sujet tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, pendant autant de temps, il faut que je le connaisse un petit peu, mon sujet. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on m'a reproché là que je me suis mis à mailer ma liste tous les jours. On m'a reproché que le domaine et la thématique étaient foncièrement toujours la même. Bon, tu les as pas forcés à lire en même temps. Non, mais bon, je vais pas parler je vais pas parler de choses que je connais pas non plus, tu vois. Juste pour. Non, mais enfin, t'auras toujours des gens qui râlent. Ouais, moi, j'en ai qui râlent, j'en ai qui se moquent de moi, j'en ai qui m'insultent, j'en ai qui me disent pour qui tu te prends. Alors, c'est 1%, hein, même pas. Hein. Je fais supprimer, bloquer, au revoir. Et j'ai des clients qui me disent, mais Jérémy, tu te sens pas quand même une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là, etc. Je fais, mais attends, tu laisses quelqu'un rentrer dans ton salon et te dire que ta peinture, elle est pas belle? C'est mon business, hein, c'est pas une démocratie. Hein. Tu viens me faire chier chez moi. Casse-toi. Ouais. Va être pas d'accord plus loin, comme il dit mon associé. T'as le droit de pas être d'accord, hein, va être pas d'accord là-bas. Justement, tu parlais d'écrire tous les jours et de tester. Comment tu fais pour tester? Est-ce que tu fais des speed tests tous les jours? Comment ça se passe ta routine? Je fais pas du tout ça. Quand je dis tester des choses tous les jours, je fais absolument aucun speed test. Je ne regarde pas mes taux de conversion, je ne regarde pas mes taux d'ouverture. Parce que je veux savoir c'est combien j'ai de clients. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en tamponne complètement. Quand je parle de tester, c'est-à-dire que tous les jours, j'essaye d'apporter ce que j'ai à apporter. Parce que moi, j'ai toujours le même message de fond. Hein, de façon différente, avec des histoires différentes, avec des exemples différents. Moi, ma routine d'écriture, elle est très simple. Hein. C'est soit j'ai écrit l'après-midi la veille, soit j'écris le matin même. C'est-à-dire que j'écris pas trop d'avance, ça me fait chier en général. Des fois, j'ai de l'inspiration, je vais écrire 3 contenus, mais c'est très rare. Et je me lève, j'ai soit un carnet, soit dans mon téléphone, soit dans mes photos, n'importe quoi, une espèce de boîte à idées, de trucs qui m'ont fait penser à quelque chose. Je regarde ce machin, je fais OK, ça j'ai envie de leur en parler. Je prends un exemple, je le développe, et je trouve un moyen de l'amener vers mon sujet et de mettre un call to action à la fin. Et je fais ça tous les jours, tout simplement. Ok, donc en 20 minutes, c'est réglé. Alors, ça dépend pour qui. Moi, aujourd'hui, ça me prend 15 à 20 minutes, oui. Mes clients, quand ils débutent, en général, il leur faut 1 heure. Mais le but étant ça, c'est que ça prenne 15 minutes. Ouais. Et encore 15 minutes, des fois moins. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu te limites sur le nombre de mots ou tu laisses Jamais. Tu laisses écrire? Jamais. Je pense. Alors certains disent que un email, il faut que ce soit juste assez long pour laisser deviner, mais assez court pour machin truc. Je m'en fous. Pour moi, un bon contenu est fini quand il n'y a plus rien à ajouter ou à enlever. Il n'y a pas de bonne longueur. J'ai déjà fait des mails de 1500 mots, c'est énorme, hein, et j'en ai fait de 200 mots. C'est-à-dire que j'ai un truc à dire. Quand j'ai fini de le dire, le mail, il sera pas plus long. Je regarde s'il y a des choses à enlever qui servent à rien, et c'est tout. Mais franchement, je me suis jamais posé la question de est-ce que c'est trop long ou est-ce que c'est trop court. Si c'est intéressant, les gens le liront. Je m'en fous de la taille que ça va faire. S'ils le lisent pas, c'est que c'était pas intéressant. C'est pas une question de longueur. Parce que sinon, on lirait pas Harry Potter. Ouais. C'est très très long quand même. Hein. Ouais, c'est tellement un exemple, ça, c'est vrai. Je reviens là à ta promesse de programme. Mm-hmm. Comment on fait pour faire grossir sa liste sans faire d'achat de trafic? Il y a plein de façons aujourd'hui de faire. Les plus connues et les plus faciles quand tu pars de zéro, parce qu'elles ne coûtent pas d'argent, c'est de faire des vidéos sur YouTube parce que référencement.
c'est de faire des articles potentiellement sur un blog. Ça, c'est plus long, hein, et c'est plus difficile, mais ça marche très bien. Parce que référencement Google, là, c'est de faire des interviews qu'on est en train de faire ici, parce que du coup, en fait, quand tu interviews quelqu'un, tu sais que naturellement, si tu as fait du bon boulot au niveau de tes questions et de ton format, la personne, elle est contente de ce qu'elle a raconté, et donc elle va le partager à son audience à elle. Donc, indirectement, tu vas te faire connaître grâce à son audience. C'est normal. C'est l'accord tacite, hein, tout le monde le fait comme ça. Derrière, il y a tout le monde qui ajoute du monde sur Facebook aussi, comme ça, spontanément, ou sur LinkedIn. C'est à double tranchant. Si tu ajoutes n'importe qui, tu es en train de te constituer une audience de gens pas qualifiés. Ça ne sert à rien. Il faut déjà avoir fait un travail en amont sur le client idéal, qui est très important. Et ensuite, il faut voir comment tu les fais te découvrir ces gens que tu as ajoutés spontanément. Mais c'est une technique qui marche plutôt bien aussi. Et sinon, dernièrement, il y a tout simplement d'aller à des événements, en fait. D'aller à des événements où est ton audience idéale que tu cherches à avoir, et d'aller rencontrer des vrais gens dans la vraie vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se coupent de ça en disant « Oh là là, c'est compliqué, ça fait peur, il faut parler à des humains avec la bouche et tout. » Bah ouais, mais bon, enfin, à un moment, tu veux faire du business, il faut parler à des gens. Alors, soit tu trouves un moyen de leur parler derrière ton ordinateur en restant caché, soit tu vas dans la vraie vie et tu leur parles. Les deux sont OK. Quelle est la façon la plus simple pour toi et la plus efficace pour eux de te découvrir? Ça, c'est une question à se poser à chaque fois. Ouais, c'est surtout faire des actions efficaces et surtout qui correspondent à ce qu'on aime faire nous, parce que, par exemple, te forcer à te rendre à des events, ça peut être vite la croix et la bannière. Complètement. Te forcer à montrer ta tronche sur YouTube, si t'aimes pas ça, ça va être compliqué. Faire de l'ajout à froid, tu vas peut-être te dire que tu scrutes, que tu squattes. Ouais, non, Donc, avoir et les gens qui sont dans cette situation-là, tu vois, qui sont complètement bloqués par toutes ces étapes-là, c'est des gens qui en général vont aller vers le trafic payant. Et c'est OK, c'est pas forcément mauvais. Moi, pourquoi je gueule tellement qu'il faut arrêter de faire de l'achat de trafic, et alors que j'en fais, c'est parce que il faut pas en faire trop vite. Tu fais de l'achat de trafic quand tu connais très bien ton client idéal, quand tu connais ses problèmes, quand tu sais comment trouver les mannes de clients, etc. Sinon, tu vas te retrouver à payer 40 balles un lead non qualifié, et là, concrètement, tu vas juste flinguer ton business avant d'avoir commencé. Ça sert à quoi d'acheter du trafic si tu achètes du trafic de merde? Mais pour trouver du bon trafic, il faut déjà avoir une connaissance client. Et la connaissance client, elle s'acquiert en allant parler à des gens, sur Internet ou dans la vie, on s'en fout. Hein. Mais tu peux pas me dire, je lance un nouveau business, je connais pas bien mon client idéal, je veux pas montrer ma tête, je veux pas ajouter de gens sur Facebook, je veux pas aller leur parler dans la vie, etc. Parce que le trafic payant à ce moment-là est une mauvaise solution. Il va te faire des erreurs. Tu vas payer 5000 balles de trafic, un truc qui aurait pu te coûter 300 si tu l'avais fait correctement. Et c'est pour ça que je dis autant aux gens, arrêtez avec la publicité tant que vous ne la maîtrisez pas. Il y a un moment, si tu veux monter ton business très haut, la publicité, c'est une étape obligatoire. Ah, c'est un levier, mais un levier sur rien, ça va pas faire Voilà, effet. Exactement. Un effet de levier sur zéro, ça fait zéro. Ouais. Ouais, ça me rappelle, j'avais un client et je lui disais il était chaud sur la pub et je lui disais mais non, concentre-toi d'abord, apprends à connaître avec qui tu veux bosser. Et il voulait pas m'entendre. Donc il a fait de la pub et après il a vite arrêté parce qu'il a créé son budget. Ça me fait penser dans le domaine du fitness et de la musculation aux stéroïdes. Combien on a vu de mecs, moi j'ai évolué dans le milieu du fitness et de la muscu pendant des années, qui ont un corps banal et qui décident d'un coup de prendre des stéroïdes. Le problème, c'est que les stéroïdes, c'est un booster. Alors déjà, c'est un booster dangereux, hein, parce que tu peux quand même te flinguer, hein, tu peux mourir, mais c'est un booster. Si tu fais accélérer un truc qui n'avançait pas, ça n'avance toujours pas. Par contre, si tu fais déjà tout bien, l'accélérateur fonctionne. Au risque de ta santé, mais bon, ça c'est ton problème après. La pub, c'est pareil. Si tu connais ton client idéal, si tu as des offres qui sont parfaites pour lui, si tu as des taux de conversion qui sont déjà extraordinaires, etc., tu appuies sur le bouton, tu fais juste grossir ça. C'est le principe de scaler. C'est génial. Mais quand ton taux de conversion c'est zéro, bah ouais, tu feras zéro sur une plus grosse audience, mais tu feras toujours zéro. Il ne faut pas brûler les étapes. Ouais, c'est ça. Faire preuve de patience. C'est difficile. J'ai pu voir passer sur Facebook certains coachs dénigrer le fait d'utiliser le storytelling parce que justement ils disaient que ça dénature le message, que ça fait passer un faux message, qu'on n'est plus honnête, que c'est dégueulasse et qu'on utilise des techniques marketing
de salauds. Ça te fait réagir? Ça me fait rire. Je pense que ces personnes-là, en fait, elles comprennent mal ce que c'est le storytelling. Le storytelling, c'est raconter une histoire pour passer des émotions. Point barre. Ça s'arrête là. Encore une fois, on est typiquement dans le gentil couteau. Si je raconte mon histoire, pour à travers mon histoire, te faire ressentir ce que moi j'ai ressenti, pour que tu comprennes ce que je veux te dire, est-ce que je dénature mon message? Non. Je fais rien, je te parle de moi. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des façons plus ou moins efficaces de raconter une histoire. Si tu veux accrocher l'attention de ton audience. En face de toi, tu as un cerveau humain. Le cerveau humain, il fonctionne avec des filtres. D'abord, tu as le cerveau reptilien, le crocodile brain, qui ne fonctionne que par combat-fuite. Si tu passes pas ce truc-là en racontant ton histoire de la bonne façon, ou en pitchant de la bonne façon, déjà, de toute façon, ta personne en face de toi ne t'écoutera pas. Ensuite, il y a le cerveau plus ou moins rationnel qui va commencer à se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on y réagit? Et derrière, tu as l'interprétation, tu as les émotions, tu as plein de trucs. Ou c'est dans l'autre sens, je ne sais plus exactement maintenant. Mais si tu ne structures pas ton discours de sorte à ce qu'il touche ton interlocuteur de la bonne façon, parce que son cerveau fonctionne d'une certaine façon, c'est te heurter à un mur. Et en fait, ton message peut être aussi authentique que tu veux. Si ton message n'a pas été construit pour être reçu comme toi tu veux le dire par le cerveau humain en face de toi, c'est comme si tu racontais rien. C'est comme si tu te plantais en face d'une personne et que tu te taisais. Le cerveau fonctionne d'une certaine façon, il reçoit l'information d'une certaine façon. Utiliser des principes de storytelling et de pitch, c'est structurer ton discours pour t'adapter au fonctionnement du cerveau. C'est tout. C'est OK, c'est juste que ton message il va être compris. Ensuite, est-ce que tu fais un message qui est dangereux pour l'autre ou est-ce qu'il n'est pas dangereux? C'est encore un autre sujet. Mais c'est pas parce que j'utilise ces principes-là que je dénature mon message. Au contraire, je fais en sorte qu'il soit reçu de la façon dont moi je veux le donner. C'est quoi un bon message? C'est un message qui est impactant dans le sens où il produit une réaction en face. De préférence celle que tu voulais. Mais c'est surtout en lien avec les émotions. Un bon message, c'est un message qui génère des émotions. Peu importe lesquelles. Il y en a certaines qui sont plus fortes que d'autres, il y en a qui sont plus puissantes, il y en a qui marchent mieux pour vendre, il y en a qui marchent mieux pour autre chose, etc. On est des humains, on fonctionne à 100% en émotionnel. Un bon message, une bonne conversation, une bonne stratégie, c'est de l'émotion. C'est tout. Sans émotion, pas de vente? Difficilement. Parce qu'on va rentrer dans des trucs de vente sous pression et d'aversion à la perte et des choses comme ça. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de vendre comme ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du Jérémy d'il y a 5 ans? Parce que j'ai cru comprendre que tu faisais pas mal la bringue et que tu n'aimais pas courir. Ah non, j'aimais pas. Par exemple. Il y a 5 ans, j'avais un principe dans la vie, c'est je ne cours que si un gros animal veut me manger. Et encore, risque peut d'arriver. Voilà. Et encore, j'aurais été capable de me laisser bouffer tellement j'avais la flemme de bouger. Et effectivement, à cette époque-là, je faisais beaucoup la fête. J'ai un passif plutôt compliqué avec ça, hein, avec toutes les dérives que ça peut amener pour la santé aussi bien physique que mentale. Et en fait, un matin, j'avais quel âge? Je devais avoir 25 ans, ouais, c'est un truc comme ça, dans ces eaux-là. Hein. J'étais chez mes parents encore à Strasbourg. Je passe devant le miroir à côté de ma chambre et je vois ce gamin qui était vraiment genre floppy, quoi. Genre, c'est même pas gros, c'est skinny fat. Ouais, j'étais tout fin mais gras, quoi. Et pas comme j'aime, quoi. Pas comme j'aime du tout. Et là, je me regarde, je fais ah non, ça c'est mort, quoi. Genre électrochoc, hein. Et je prends des baskets, un jogging et je pars courir. 11 minutes. J'ai tenu en soufflant comme une locomotive à vapeur, en voyant des pois blancs partout devant moi. J'avais un goût de sang dans la bouche et je dégoulinais. J'avais 25 ans et je ne pouvais pas faire plus de 2 bornes. Horrible. Sauf que je suis têtu et que je suis un con sur ce truc-là. Et quand on me dit que je ne peux pas faire un truc, je le fais. Et donc, je suis retourné le lendemain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai derrière moi 3 marathons. Ouais. J'ai des trails de 40 et 55 km, donc de la course de montagne. Et je fais du sport quasiment tous les jours aujourd'hui. J'ai perdu quasiment 20 kilos depuis cette époque-là.
Je fais plus trop la bringue, hein. Ça m'arrive encore une fois de temps en temps, bien sûr, hein, une petite rechute, hein. Mais je fais plus trop la bringue, je ne fume plus, je bois beaucoup moins d'alcool, je mange mieux, tout en m'autorisant à en faire des conneries de temps en temps, c'est pas la question, mais je fais attention à moi, parce que mon corps, c'est un véhicule. Et j'aimerais autant qu'il m'amène le plus loin possible sans que le moteur il cale ou que la courroie elle pète. Parce que j'ai des ambitions dans la vie, je veux arriver à des choses et je veux le faire dans les meilleures conditions possibles. Et j'ai pas envie de finir à moitié crevé avec un foie en plastique. Ouais, justement, ça allait être ma question, ça. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que il y a eu ces changements petit à petit là? C'est quoi le driver? Le fait de justement mieux te connaître, savoir ce que tu voulais faire et te dire que le meilleur véhicule, Déjà, c'est très souvent le il y a ça. corps. Ouais, déjà, il y a ça. Il y a la vision. C'est le time to give back. Qu'est-ce que je veux donner au monde? En l'occurrence, moi, à long terme, je veux créer une fondation qui aidera les enfants. Je n'ai pas encore tous les détails, mais c'est en train de se profiler tout doucement. Et cette fondation, je veux qu'elle ait des moyens illimités. Et pour ça, il va falloir gagner beaucoup d'argent et être en bonne santé et être capable de faire la bagarre avec le monde aussi longtemps qu'il le faudra. Ça, j'ai pas peur, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut que je sois capable physiquement d'y aller. Parce qu'il y a un moment, et émotionnellement, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Il y a ce moteur-là au fond de moi, tu vois, de vouloir donner des choses au monde, des choses que j'ai pas forcément eues, ou moi j'ai eu l'impression de pas avoir. Parce que c'est une histoire de perception. Et il y a aussi le fait d'avoir un déclic et de commencer à travailler sur moi, sur mes blessures profondes, sur me connaître, sur apprendre à m'accepter, ensuite à m'aimer, et ensuite avoir de la gratitude pour qui je suis. Et quand tu arrives à ce niveau de bienveillance envers toi-même, t'as plus envie de te flinguer en fait. Tu trouves que tu mérites mieux. C'est comme si, enfin, prends une personne que t'aimes dans le monde autour de toi, tu vois, hors de toi-même. Est-ce que tu as envie de la détruire? Bah non, ça, et là ça te paraît évident, tu vois. Mais pourquoi tu te le fais à toi alors? Et ça, c'était un gros déclic pour moi. Si j'apprends à m'aimer, est-ce que j'ai vraiment envie de me détruire? Parce que des gens qui sont dans l'excès extrême d'alcool, de drogue, de bouffe, etc., c'est des gens qui veulent se faire mal. Ouais, bien sûr. J'avais besoin à cette époque-là de trouver un moyen, de me couper de ce que je ressentais et de qui j'étais, parce que je savais absolument pas le gérer et que ça me faisait trop mal. Donc il fallait que je l'éteigne. C'est ce moyen-là que j'ai trouvé. C'était un très mauvais moyen. Alors qu'en fait, j'ai appris depuis à travailler sur moi et à travailler sur plein de choses, à travers du coaching, à travers de l'hypnose, à travers de la méditation, à travers du sport, à travers beaucoup de choses. Et j'ai plus besoin de m'éteindre en fait. Au contraire, je peux m'allumer beaucoup plus fort et sans souffrir. Ouais. Et puis quand tu prends goût au footing pour courir beaucoup, moi aussi, ça devient très vite une addiction. Tu peux pas t'arrêter, c'est une drogue, c'est trop bien. C'est ce sentiment de liberté extraordinaire. Et en fait, courir, si t'aimes ça, et une fois que t'es à l'aise physiquement, c'est une forme de méditation. Tu pars Ouais, et t'es ni vraiment dans ta tête, ni vraiment dans ton corps, tu te laisses porter par tes jambes. C'est un truc extra. Ça fait du bien. Enfin, moi, je veux ouais. dire, quand je pars en montagne tout seul, c'est mon moment préféré. Je cours Courir sur sans route parce musique. que, ouais. Alors, Ouais. tu vois, autant sur route, j'en suis incapable. Tu m'enlèves mes écouteurs sur route, je pleure, hein. Par contre, quand je pars en montagne, j'ai les écouteurs, je sais pas pourquoi, c'est un réflexe, et je me rends compte qu'en fait, la musique est coupée 99% du temps. Parce que je suis bien avec ce qu'il y a autour. J'ai pas besoin de couper le son, en fait. Mm. Ouais, c'est intéressant parce que tu parlais de bienveillance envers soi-même et ça fait écho parce que justement l'année dernière, pas l'année dernière, la semaine dernière, je parlais avec une amie, là on fait des accountability calls toutes les semaines Mhm. et j'étais pas à l'aise pendant quelques jours avec une décision que je devais prendre. Je pensais savoir laquelle prendre au fond de moi, mais j'étais pas vraiment honnête avec moi-même. Et elle m'a posé cette question toute bête. Elle m'a dit, si là, ton meilleur copain, là, il te présente cette situation, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Et je lui dirais, bien sûr, je lui dirais, prends cette décision. Si c'est ça qui te fait kiffer, vas-y, quoi. Et alors que ça, je me l'acceptais pas pour moi-même, tu vois. Et c'est vrai que cette question toute bête, je vais la garder à l'esprit parce que justement, quand on sait pas trop ou quoi, et justement, je pense qu'on a facilement tendance à être plus dur envers soi-même qu'avec Ouais. d'autres personnes. Cette question, elle est intéressante à garder quelque part en tête pour justement rester plus cool. Mais parce que les enfants qu'on a été, et je pense que c'est générationnel, hein, et que ça va tendre à s'amoindrir avec les générations, on nous a pas appris à avoir une conscience de nous-mêmes, à avoir une conscience de nos émotions et à nous aimer. Donc déjà, c'est très compliqué de
ne pas s'aimer et d'aimer les autres. Ça, c'est déjà une première problématique. Mais surtout, en fait, on nous a appris à être très dur envers nous-mêmes. C'était la norme. Sois dur envers toi, comme ça tu y arriveras mieux. Non, sois gentil avec toi-même, fais-toi un câlin. Tu seras plus heureux. Un être humain qui est heureux avec lui-même, un être humain fini émotionnellement, c'est quelqu'un qui fait du bien autour de lui, parce qu'il a accepté de se faire du bien à lui-même. Tu peux pas être bon avec les autres si tu n'es pas bon envers toi. Tu vas casser ce qu'il y a autour de toi sans le vouloir. Ouais. Ouais. Donc cette question, pour ceux qui écoutent la vidéo et qui regardent la vidéo, gardez-la quelque part. Elle va pouvoir vous servir à un moment ou à un autre. Grave. C'est une très bonne question que ton ami t'a posée. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un s'il était à ta place? Ouais, c'est bien, ouais. On va arriver à la fin de l'échange. Jérémy, est-ce que tu peux nous conseiller un livre et est-ce que tu peux nous partager une citation qui t'inspire? Alors, un livre, business ou développement personnel? Choisis. Celui qui te fait… tiens, les deux. Allez, hop. Développement personnel, Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. L'art subtil d'en avoir rien à foutre. Extraordinaire, ce livre. Grosse révélation. Quand tout le courant du développement personnel te dit non, mais t'es bien, t'es le meilleur, la vie elle est belle, c'est extraordinaire. Lui, il arrive et tu te dis non, c'est de la merde. Et tu vas apprendre à aimer ça. Et tu vas être OK, parce que l'échec, c'est cool aussi. Et je trouve ça très intéressant. Business, je pourrais t'en donner des centaines, mais une de mes plus grosses claques récentes, c'est ce que je te disais avant, c'est Scott Adams, Win Bigly. Donc, il décrypte la campagne de Trump sous le filtre de la persuasion. Ce qui est extraordinaire, ce livre. Il y a un avant et un après. Moi, il m'a été conseillé par Anthony Morvan, entrepreneur dans le fitness de Alpha Body, qui m'a dit « Jérémy, je veux être celui qui t'a donné ce livre parce qu'il y a un avant et un après. » Il avait raison. Ok, ouais. Je vais une citation. Alors, j'ai plus la citation exacte, mais je crois que c'est « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris », c'est ça, non? D'Oscar Wilde. Ouais, exactement. Et c'est un truc que je répète souvent à mes clients. Je fais « Essaye d'être toi, c'est mieux ». Puis en plus de ça, en termes de business, c'est rentable. Hein. Il n'y a qu'un seul toi et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi. Ouais, ça justement, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant parce que forcément, tout le monde a fait ou fait de la veille, et forcément, tu finis plus ou moins à copier celui qui t'inspire. Et en fait, tu t'aperçois que ça marche pas, qu'il y a un truc qui va pas, et avec lequel t'es pas à l'aise, quoi. Et tu dis, mais c'est bizarre, ça marche pas. Deux solutions à ça. Hein. Moi, j'en ai expérimenté une, mais je connais des coachs qui ont l'autre. C'est soit te couper de toute influence extérieure. Je connais notamment une coach qui n'a abonné à aucune newsletter, qui lit rien du tout à part des biographies de mecs morts d'il y a 200 ans sur le succès, qui lit vraiment rien. Elle veut pas savoir. C'est foutez-moi la paix. Non, je fais ma vie. Moi, j'ai pris un autre parti, c'est que je lis tellement de trucs, je peux pas être influencé par un seul. C'est pas possible, j'en lis trop. J'en lis trop de différents. Je lis en moyenne un livre par semaine, j'en écoute en audio au moins un, j'écoute à peu près une quinzaine de podcasts, je lis une dizaine ou une quinzaine de newsletters. Je peux pas être influencé par un truc. Je me construis en me nourrissant de tout ce que je peux. Et j'écris dans une période très éloignée temporellement du moment où j'ai consommé du contenu extérieur. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, ok. Les livres, je vais les mettre en lien parce que celui de Scott Adams, il m'intéresse. Je vais aller voir. Où est-ce qu'on te trouve, Jérémy? Alors, on me trouve dans mes emails quotidiens. C'est le plus simple. Hein. C'est là où je partage le plus de choses. Mais sinon, on peut aussi me retrouver tout simplement sur Facebook, hein, Jérémy Coleman, ou sur YouTube, idem, Jérémy Coleman. C'est les trois endroits où je partage le plus de contenu. Ok, moi, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, etc. On peut aller me voir. Hein. Si on veut voir le off de ma vie, c'est Instagram où je fais des blagues en story. Je raconte des conneries. Mais le plus simple, ça reste quand même mes emails quotidiens ou YouTube. Ok, cool. Super. Email quotidien, YouTube. Je mettrai les liens. Jérémy, merci. C'était très intéressant. Merci à toi. C'était un plaisir. Ouais, un plaisir partagé. Et je te souhaite une bonne journée et on reste en contact. Écoute, carrément. Et merci à tous. À plus. À plus.